Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. Et ce soir, alors que nous sommes au premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, eh bien nous allons exclusivement nous arrêter sur ce conflit et les différents discours qui ont marqué cette semaine. À mes côtés ce soir, Laure Simoes. Bonsoir Laure, vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace qui, à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe dans le pays, publie ce livre « Fichez-nous la paix » qui sort donc le 2 mars et qui compile les dessins de presse de ces derniers mois sur ce conflit. À mes côtés également Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de The Conversation France. Bonsoir. Et également sur ce plateau, Gauthier Ribinski, éditorialiste politique internationale à France 24. On ne vous présente plus. Bonsoir à tous les quatre. On va d'abord, si vous le voulez bien, s'arrêter sur la situation sur le terrain cette semaine, 1 an après le déclenchement de ce que Moscou qualifie toujours d'opération spéciale. Les combats se poursuivent à l'est, ils se concentrent autour de la ville de Bakhmout dans le Donbass. Ces combats, ils sont extrêmement violents et les lignes bougent peu. Le groupe de mercenaires russes Wagner a revendiqué aujourd'hui une nouvelle avancée dans cette région. On va écouter le chef de Wagner à ce propos. Berivka est entièrement reprise sous notre contrôle. Les unités du groupe paramilitaire Wagner contrôlent complètement Berivka. Alors cette information, elle n'est toujours pas confirmée par Kiev. Fabrice Rousselot, si c'est confirmé, ce gain territorial, il est important pour la Russie, c'est surtout symbolique. Je pense que ce qu'on voit sur le terrain depuis maintenant 3 mois, c'est qu'il y a très très peu de gains qui sont des gains déterminants. On a vu à l'automne dernier les Ukrainiens qui ont été capables de repousser les Russes sur certaines zones. Par contre, là, on est dans une guerre où on a l'impression que ça se bat sur des centaines de mètres. Alors, il peut y avoir des gains symboliques qui sont présentés comme tels, mais la réalité aujourd'hui du terrain, c'est qu'1 an après le début de l'invasion russe, eh bien, on est sur un espèce de status quo où on a l'impression que personne n'avance vraiment, que les Ukrainiens ne cèdent pas de terrain ou très peu, et que ce sont des infiltrations sur zone, sur certains points. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit déterminant, en tout cas, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Après, la question, c'est combien de temps ça peut durer, comment se terminent les guerres généralement. Il y a évidemment le poids militaire, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, est-ce que l'un des deux en conflit va faire la différence. Il y a le coût économique d'une guerre. Ça commence à coûter à la Russie, et notamment l'économie russe s'est transformée en économie de guerre. Et ça, c'est un vrai fait d'importance. Et le troisième élément, peut-être, c'est le coût humain. Il y a un moment où, tout simplement... humain très important du côté de l'Ukraine, mais aussi du côté de la Russie. Bien sûr, Alexandra Schwarzbrod, la guerre, elle s'enlise aujourd'hui en Ukraine. Bakhmout, on parle de Verdun ukrainien. Les combats, ils sont extrêmement violents. Et on vient de le dire, les lignes, elles bougent très peu, finalement. Elles bougent très peu, les combats sont violents et on voit bien qu'il y a une réelle volonté de la Russie de détruire surtout, non pas de conquérir, mais de détruire. Et ça, on le voit depuis le début. Et du coup, quand on se renvoie au 24 février dernier, il y a 1 an, mais finalement, la Russie a quand même très peu gagné. Elle a beaucoup détruit, certes. La Russie qui s'attendait à aller très vite. La Russie avait lancé une espèce de blitzkrieg sur l'Ukraine, pensant qu'en 3 jours, ce serait plié, et pensant que l'État ukrainien, l'élite, enfin la tête du gouvernement ukrainien allait sauter très vite, ou allait fuir par peur, et en fait ne s'attendait absolument pas à ce qui s'est passé, c'est-à-dire un président qui a tenu tête, qui n'a pas eu peur, qui est resté, alors même qu'on lui proposait de l'exfiltrer. Et donc ça, je crois que ça a galvanisé les Ukrainiens. Et puis surtout un camp occidental, et notamment l'Europe, c'est-à-dire que Vladimir Poutine pensait vraiment diviser l'Europe aussi avec cette opération. Ce n'était pas seulement mettre la main sur l'Ukraine, mais également diviser l'Europe. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Europe, qui se voyait plutôt puissance économique, tout à coup
s'est découverte plutôt puissance politique et a commencé, il y a eu des tiraillements, on a bien vu que la relation franco-allemande a été compliquée, les Allemands, ça a été compliqué parce qu'ils étaient très dépendants du gaz russe, mais finalement cette opération, cette invasion russe de l'Ukraine a eu pour effet de souder les Européens, de souder le camp occidental et surtout... on va en reparler tout à l'heure. Voilà, de redonner aux États-Unis ça, on va en parler justement dans une place quelques instants. On reviendra sur la visite de Joe Biden à Kiev cette semaine. Gauthier Rybinski, on a entendu le chef du groupe paramilitaire Wagner annoncer donc la prise de ce village. Depuis plusieurs jours aussi, on a vu des tensions entre Wagner et l'armée russe. Est-ce que c'est symptomatique finalement de problèmes dans le camp russe, cette espèce de guerre interne? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des rivalités. Il y a la course à l'échalote aussi pour le leadership à l'intérieur de l'extrême droite, parce que comme toute extrême droite, il y a le russe, donc il y a des factions ou des fractions différentes. Mais le fait que quelqu'un comme Prigojine soit sur le devant de la scène, avec ce langage qu'il a, c'est un langage de la pègre lui aussi, ça prouve qu'il y a des vannes qui ont sauté dans la société russe par rapport à une expression de la violence. Alors, expression de la violence dans les faits, bien sûr, malheureusement, mais aussi d'une manière verbale. Ça sort, et un type comme Prigojine, qui était considéré comme, au fond, on a dit, c'était le cuisinier, vous savez, de Poutine, qui servait les plats, qui préparait des plats quand il y avait des personnalités de renom. Voilà quelqu'un qui se revendique à travers la possession de cette milice privée, dont je rappelle que jusqu'à présent, l'État russe ne la reconnaissait pas, puisque officiellement, selon la loi russe, les milices privées, les milices militaires sont interdites, les sociétés de paramilitaires. Donc là, tout d'un coup, on entérine l'existence de ce type de milice, et on dit finalement, cette violence est justifiée par des tas de choses, mais aussi par une forme d'atavisme russe. Et cette violence exprime quelque chose de sain, de fondamentalement national et patriotique. C'est là, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui est effrayant, parce que tout sert à propulser ce sentiment avec tout ce que ça charrie, c'est-à-dire on voit bien les atrocités, etc. Et juste pour terminer d'un mot, vous avez quelqu'un comme Gerasimov qui a été nommé donc commandant en chef de cette opération et qui lui avait une renommée un peu moins brutale, puisque quand il avait été en Tchétchénie, il avait organisé un procès contre un soldat russe qui avait violé des femmes. Et Gerasimov a cette, alors vous allez voir, c'est ténu comme différence, mais a cette réputation d'être un peu plus on va dire, humain et attentif à un certain nombre de choses que Prigojine, qui lui se pose aujourd'hui, non pas comme un rival envers Poutine, c'est pas forcément ça, mais comme quelqu'un qui veut récupérer toute cette fraction qui considère que Poutine est trop mou et ne va pas assez fort. L'Ukraine qui a besoin de munitions, alors que le conflit s'annonce très long. Tout à l'heure, la Pologne a annoncé que des chars Léopard étaient arrivés en Ukraine. Elle en promet d'autres dans les prochains jours. On va écouter à ce propos la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Je vous remercie pour votre soutien politique, humanitaire, le soutien concret apporté aux Ukrainiens. La Pologne est devenue un des membres fondateurs de la coalition des chars. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer l'arrivée des premiers chars depuis la Pologne. Ceci est très important. Les premiers chars qui arriveront seront des chars polonais. Fabrice Rousselot, est-ce que l'Ukraine va pouvoir tenir en attendant le reste des armes promises par les Occidentaux ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de munitions qui sont utilisées. L'Ukraine va pouvoir tenir, mais c'est vrai qu'on est dans une espèce de course contre la montre. En fait, ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe ne peuvent plus se permettre de perdre cette guerre. C'est pas possible. Ils se sont engagés à fond dans cette guerre. Donc la question, c'est avec quels moyens et selon quel délai. Donc là, ce qui manque aux Ukrainiens pour potentiellement faire la différence, on le sait, c'est de l'artillerie très lourde, ce sont des missiles à très longue portée, ce sont potentiellement des avions. Ça va demander des mois de formation, on le sait également. Donc est-ce que dans les 6 mois qui viennent,
c'est possible tout d'un coup de voir un conflit qui va tourner à la faveur des Ukrainiens parce que ce matériel va arriver, c'est possible. Je crois que le président Zelensky a dit lors de la conférence de presse qu'il pensait que cette guerre allait se terminer en 2023. C'est possible. Après, encore une fois, qui peut prédire ce qui va se passer sur le terrain? Mais ce qui est sûr, c'est que si les États-Unis et l'Europe n'augmentent pas à la fois le nombre de munitions, d'artillerie, etc., mais aussi la capacité des Ukrainiens à pouvoir franchir les lignes, notamment dans le Donbass, ça va être compliqué. Avec l'autre difficulté qui est qu'on le sait très bien, que ce soit Biden, Macron ou Scholz, tous craignent que ce conflit ne s'étende. Et à partir du moment où on donne des avions aux Ukrainiens, on peut se poser la question de savoir si ces avions ne vont pas aller un peu plus loin que les frontières de l'Ukraine. Et ça, c'est une question. Les États-Unis, notamment, sont frileux. Hein. Oui, absolument. Et alors, cela dit, il faut préciser aussi que les Russes ont aussi des problèmes de munitions. Hein. Il n'y a pas que les Ukrainiens. Donc, c'est ça qui peut aussi, mine de rien, les sanctions affaiblissent quand même la capacité des Russes à renouveler leur matériel, qui était déjà pas en très bon état. Et donc, les Ukrainiens souffrent en effet, mais les Russes aussi à ce niveau-là, au niveau matériel. Mais on voit bien en effet que les livraisons d'armes plus importantes, hein, les avions de combat, les chars, ça a été dur de décider les Européens, les Américains à accepter, en tout cas déjà pour les chars. Ça a souligné aussi un problème, c'est que les Européens n'ont pas tant d'armes que ça, notamment de chars. On a réalisé à ce moment-là que finalement, comme tout le monde pensait, notamment en Europe, qu'il n'y avait plus d'inquiétude à avoir, alors, il n'y avait plus la peur de l'invasion. Les budgets militaires ont été tous les budgets militaires ont été diminués à la baisse, et on sait plutôt, les Européens se sont plutôt refocalisés sur le djihadisme, sur la lutte contre le djihadisme, qui est d'une toute autre nature, et du coup, les chars de combat, on n'en a pas assez. Donc ça a été le premier élément. Bon, finalement, ils se sont rendus compte qu'il était impératif d'en fournir à l'Ukraine, même s'ils quittent à en prendre sur leur propre stock. Mais les avions de combat, en effet, c'est un vrai sujet très intéressant. L'un des enseignements, et Alexandra a raison, de cette année de guerre, c'est aussi que l'armée russe qu'on voyait comme formidable au tout début, finalement, on ne l'est pas autant que cela. Et les remontées de terrain aujourd'hui qui sont très intéressantes, c'est qu'en fait, les soldats russes aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes que ceux du début de l'offensive. Donc ce sont soit des volontaires entre guillemets, qu'on a réquisitionnés, des gens qui n'ont aucune expérience de la guerre. Et du coup, il est vrai que c'est plus du tout... Ils sont devenus de la chair à canon. Exactement. C'est plus du tout les offensives menées par des experts militaires du début, quand Poutine pensait encore prendre l'Ukraine en quelques jours. Laure Simoes, ça donne quoi en dessin, ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, à l'Est surtout? Déjà vous dire que cette semaine, ne serait-ce que cette semaine, bon, ça fait un an qu'on reçoit quantité de dessins des quatre coins du monde, puisque notre réseau est éparpillé dans le monde entier. Mais là, cette semaine, rien que pour vous donner une idée, on a reçu plusieurs centaines, plus de 200 dessins sur le sujet. Donc il m'a fallu... j'ai eu du mal à faire ce tri, mais j'ai quand même choisi de vous montrer un dessin de Chapat qui date justement du tout début de la guerre, que je trouve assez extraordinaire. Il date d'il y a un an pile, et on l'a d'ailleurs mis en ouverture de ce livre. Tu vois venir quelque chose, dit ce soldat ukrainien dans une tranchée, et son collègue qui lui répond « Oui, le passé ». Et c'est vrai qu'on a ce sentiment depuis un an de vivre un conflit du passé. Je vais vous montrer un deuxième dessin du dessinateur ukrainien Vladimir Kazanevski, qui était encore ce matin sur France 24, sur votre plateau en anglais. On voit bien le dessin de Kazanevski qui est juste là. Le voilà. Cette image du passé, c'est une forme de représentation. Le sépia dans ce dessin n'est pas anodin. Et c'est, je trouve, un dessin remarquable parce qu'un an après, finalement, on est en quelque sorte rentré dans une philosophie de la guerre. Vous aurez remarqué que ce terrain, c'est en fait les méandres d'un cerveau. Et je trouve que ce dessin raconte beaucoup de cette philosophie de la guerre. C'est d'ailleurs une expression qu'il utilise lui-même dans son discours. Un troisième dessin du dessinateur espagnol Cap, qui montre le triste bilan aussi de ce conflit. 8 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays en un an.
mais il y en a d'autres qui resteront pour toujours, c'est une vérité. Alors les chiffres sont incertains encore, évidemment, selon les pertes, selon les rapports, mais les pertes, on parle de 7 000 à 40 000 civils ukrainiens tués dans ce conflit. Et puis pour terminer, j'ai choisi aussi de vous montrer un dessin d'une jeune dessinatrice taïwanaise qui s'appelle Stelina, talentueuse, et qui observe cette guerre avec une attention toute particulière, parce qu'elle se dit que ce sera peut-être aussi la sienne bientôt. Voilà, on sait quand est-ce qu'elle a commencé, cette guerre, le 24 février 2022, mais on ne sait pas quand est-ce que la date d'expiration arrivera. Les morts, eux, ils s'accumuleront. Merci beaucoup, Laure, pour ces dessins. Et à l'occasion de ce triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution cette semaine pour réclamer le retrait immédiat et sans condition des troupes russes et appeler à une paix juste et durable dans le pays. Une résolution non contraignante qui a recueilli 141 voix pour, 7 voix contre et 32 abstentions. L'Ukraine a salué un puissant signal de solidarité avec son pays. On va écouter tout de suite le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, suivi du président ukrainien suite à ce vote. Nous sommes satisfaits du résultat du vote. Le message est clair. Peu importe ce que la Russie tente et comment elle tente de saper l'ordre international et la coalition de soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle échoue une fois de plus. La résolution a été portée par 141 pays qui ont voté pour. Seulement 6 pays ont voté contre. C'est une vraie victoire diplomatique. Cela démontre combien la Russie est marginalisée dans le monde. Elle qui a violé toutes les règles du droit international. Gauthier Rybinski, alors il dit, Volodymyr Zelensky, que la Russie est marginalisée. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors évidemment, il y a quand même 141 pays qui ont voté pour cette résolution, mais beaucoup de pays aussi sont abstenus, notamment des pays africains. Oui, alors il y a effectivement cette dimension-là qui est très surprenante parce que, au fond, Poutine profite des difficultés de certains pays africains, approvisionnement en blé, approvisionnement en engrais, alors que certains pays africains produisent du blé, mais pas tous. Et certains, justement, sont extrêmement dépendants de Moscou. Et Poutine en profite pour se propulser comme étant, en quelque sorte, le nouveau chef des damnés de la terre. Comme si, à nouveau, les Africains, les Latino-Américains aussi, étaient des damnés de la terre et que lui allait, par opposition à l'impérialisme américain, les amener à une conscience et à une réalité différente. C'est une imposture absolument effroyable quand on a compris qu'il y a bien longtemps que Moscou, si tant est qu'elle le fut un jour, ne défend plus n'est plus la patrie des travailleurs et des ouvriers, et il n'y a pas plus capitaliste au sens proto-capitaliste et capitalisme de spéculation que la Russie d'aujourd'hui. On ne produit pas de richesse grâce à des investissements. C'est quelque chose où on s'enrichit. On voit les tenants du pouvoir, mais on s'enrichit aussi en se payant sur la bête. Et malgré cela, vous avez un certain nombre de menées russes à travers le monde, dans les pays africains, entre autres, qui consistent à faire de la retape pour Moscou à travers cette idéologie-là. On a vu aussi les difficultés de certains pays africains. Souvenez-vous quand Macky Sall, au nom de l'Union africaine, est allé, c'était à Sochi, je crois, pour rencontrer Poutine, il dit « faites quelque chose, nous on est comme ça, on n'a plus de blé, etc. » Et là, il y a tout le problème des gouvernances africaines qui se retrouvent pieds et poings liés à un fournisseur, parce que jusque-là, rien n'a été fait pour être indépendant de ce fournisseur. Alexandra Schwarzbrod, comment interpréter ces abstentions ? C'est la Russie qui étend son influence sur le continent africain Non, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et ça c'est en résonance avec le dessin que vous nous avez montré, le retour du passé, puisque c'est le retour des pays non alignés, ceux qui se sont abstenus, la Chine, l'Inde, ça c'est très intéressant. Le Mali aussi. Ceux qui ont voté contre, c'est les le Mali qui a voté contre, oui. Oui, c'est le Mali qui a voté contre. C'est pas très surprenant finalement. C'est quoi, la Corée du Nord, l'Érythrée, voilà. La Biélorussie. La Biélorussie, mais ça c'est évident. C'est le contraire qui aurait été surprenant. Non, je pense que là pour le coup, Zelensky a pas tout à fait tort. Je trouve qu'après un an
de guerre d'usure, qui a quand même bouleversé le monde, qui a changé tous les équilibres géopolitiques, diplomatiques, économiques, politiques, tout. Ça a tout changé, cette guerre. Donc on aurait pu imaginer que le monde se divise, que certains, en effet, aient peur de la Russie. Et non, et finalement, on voit qu'un an après, il reste quand même 140 pays, et non des moindres, qui restent solidaires de l'Ukraine. C'est à peu près les mêmes chiffres qu'en octobre dernier, quand l'ONU avait condamné l'annexion des républiques à l'Est. Et donc ça, le simple fait d'avoir conservé ce socle, c'est en effet une victoire pour l'Ukraine et une grosse défaite pour la Russie, qui se retrouve soutenue par, en gros, les pays parias, quoi, une poignée de pays parias. Donc c'est vraiment pas une victoire un an après le début de la guerre. Fabrice Rousseau, c'est une victoire pour l'Ukraine, ce vote à l'ONU ? Oui, c'est une victoire pour l'Ukraine. Après, il faut quand même mettre les choses en perspective, parce que les votes de l'Assemblée générale de l'ONU, ça n'a jamais changé la face du monde, et même le contraire, j'allais dire. Alors c'est non contraignant, mais... Donc, voilà, non, mais surtout, c'est une valeur symbolique, c'est important. Après, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a commencé à évoquer, qui était de dire que, en termes stratégiques, la Russie se retrouve toute seule, mais se retrouve toute seule aussi parce qu'elle a su... à son contre-escient, j'allais dire, unifier à la fois l'Europe, ressusciter l'OTAN quand même. La Russie a ressuscité l'OTAN. On se souvient des mots d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. Et elle a unifié l'Ukraine aussi, ce qui n'était pas forcément évident non plus. Oui, le sentiment national en Ukraine a grandi depuis un an. Je pense que c'est là que se retrouve aussi l'isolement de la Russie, c'est qu'en fait, par rapport à des puissances qui, jusqu'à présent, ou en tout cas des institutions qui étaient critiquées, qui étaient vraiment, l'Europe était... personne ne pouvait supposer que l'Europe allait trouver cette unité en termes à la fois politiques et militaires, ce qui est vraiment pas du tout la capacité européenne jusqu'à présent. L'OTAN, il y avait des tribunes dans tous les journaux pour dire que cette structure commençait vraiment à avoir le souffle un peu court. Eh bien, Poutine a réussi finalement à unifier toutes ces forces-là et ces institutions contre lui. Et c'est là sa plus grande défaite, d'une certaine manière. Et Laure Simoes, qu'est-ce que ça donne, ce nouvel ordre mondial en dessin ? Alors justement, c'est parfaitement le dessin parfait qui vient illustrer ce qui vient d'être dit, un dessin de Wado, dessinateur belge, qui est d'ailleurs tiré de notre livre, qui date de quelques semaines, mais qui est très bien vu, où on voit effectivement comment ce conflit a ressuscité une organisation donnée pour presque morte. Si on pouvait me le projeter là, je le verrais mieux. Poutine mérite le prix Nobel de la paix. Le Nobel de médecine. Il a réussi à réveiller un mort. Ah, merci, enfin. Oui. Merci, la régie. Il a réussi à réveiller un mort. Tout le monde aura reconnu les personnages sur ce dessin. Et puis, un autre dessin de Chapat qui est lui aussi tiré de notre livre, qui a quelques mois aussi, mais que je trouve assez savoureux sur l'un des multiples sommets de l'OTAN ces derniers mois, avec un Biden qui avait fait cette déclaration, puis Poutine finira devant le tribunal international, et puis derrière cet acolyte qui dit « celui que nous ne reconnaissons pas », c'est aussi bien aussi de profiter, le dessin de presse est là pour ça, un peu en poil à gratter, pour remettre aussi quelques perspectives, quand bien même, il y a évidemment un agresseur et un agressé. Eh bien justement, Joe Biden, on va en parler depuis un an. Les États-Unis sont le plus grand soutien de l'Ukraine. Et pour le montrer, le président américain Joe Biden, lundi, a effectué une visite surprise à Kiev, une visite qualifiée par beaucoup d'historique. C'était la première d'un président américain dans le pays depuis 2008. Joe Biden, qui s'est ensuite rendu cette semaine en Pologne, où il est venu rassurer ses alliés de l'OTAN, notamment ceux du flanc est de l'Alliance. On va écouter tout de suite le président américain Joe Biden. Il y a un an, le monde se préparait à la chute de Kiev. Eh bien, je viens de rentrer d'une visite à Kiev et je peux vous le dire, Kiev est forte, Kiev est fière. Elle se tient debout et le plus important, elle se tient libre. Nous avons aussi renforcé l'OTAN. L'engagement des États-Unis envers l'OTAN, je vous l'ai dit maintes fois, je le répète, est absolument clair. L'article 5 est un engagement majeur pour les États-Unis. Nous défendrons chaque centimètre de l'OTAN, chaque centimètre.
Voilà, donc Joe Biden, le président américain, qui est venu rassurer sur la position américaine et sur la solidité de l'OTAN. Gauthier Rybinski, nous défendrons chaque centimètre carré de l'OTAN. C'était très important pour les alliés des États-Unis d'entendre ces mots, notamment les pays de l'Est de l'Europe, qui se sentent directement menacés par la Russie. Oui, parce que, disons, ce sont les pays baltes, la Pologne. Ça devrait être la Hongrie, mais ça n'est pas le cas. C'est la République tchèque. Ce sont ces pays qui ont connu de très près ce qu'était la soumission à l'ordre soviétique. Et en ce qui concerne la Pologne, c'est aussi l'histoire des 3 partages de la Pologne qui disparaît à 3 reprises dans l'histoire de la carte. Donc on comprend qu'il y ait ce souvenir tenace et qu'il soit beaucoup pour un engagement beaucoup plus ferme contre la Russie, parce que eux savent de quoi ils parlent. Et là, ce qui est intéressant dans la séquence de Biden en Ukraine, c'est que au fond, il reçoit juste après une sorte de message d'amour d'Andrzej Duda, qui est le président polonais. Et le président polonais lui dit, écoutez, vous avez fait des choses formidables, et nous, on est ravis, et vous pouvez compter sur nous, nous serons en quelque sorte votre tête de pont dans cet espace-là, parce que nous n'avons finalement confiance qu'en vous, entre guillemets. Enfin, entre parenthèses. Et ça, c'est intéressant parce que on a dit effectivement à l'instant qu'il y avait des progrès sur l'affirmation politique de l'Europe. Et c'est vrai. Sur l'affirmation militaire, c'est un peu plus compliqué. Et puis, vous avez des déclarations comme la Pologne qui, au fond, bon... C'est surtout l'OTAN là qui est en première ligne. Et c'est l'Américain. C'est l'Américain qui, lui, fait recette et dans les bras duquel on s'abandonne. Donc, il y a cette séquence qui a été importante pour Biden, parce que en plus, ça veut dire pour lui qu'il n'avait pas prévu, bien sûr, cette guerre, qu'il voulait se tourner résolument et entièrement vers le problème chinois, et que au fond, il est obligé de reconnaître que le problème, c'est excusez du peu, mais véritablement un énorme problème, et un énorme problème au sens presque anthropologique du terme. Et il a besoin, au fond, de compter sur des alliés qui soient, j'allais dire, vous savez, les alliés Macron, vous avez aussi bien sûr Scholz, mais ce sont des gens qui se posent les questions sur le bien fondé un jour d'une défense européenne. Pour la Pologne, dans l'immédiat, il n'en est pas question. C'est le parapluie américain et servir du mieux possible avec cette... Ils sont les premiers, les Polonais, à vouloir livrer des armes à l'Ukraine. Ils livraient même des avions. Exactement. Et surtout, alors des avions donc, que les pilotes ukrainiens pourraient piloter, les MiG-29, et d'être aussi finalement une armée en émergence dans la mesure où la Pologne va consacrer plus de 2% de son PIB pour le réarmement, que ça soit en hommes ou en matériel. Alexandra Schwarzbrod, Joe Biden, cette semaine, il s'est présenté en champion du monde libre, en chef de l'Occident libre. C'est-à-dire que Joe Biden, surtout, a réussi à faire oublier ces très mauvais messages qui avait été envoyé par les États-Unis, sous Obama, quand, vous savez, il avait fixé une ligne rouge sur la Syrie et que finalement, il s'était déballé sur les armes chimiques. Juste avant, sur les armes chimiques. Donc ça avait envoyé un premier message que finalement, les États-Unis, on peut y aller, c'est open bar, on peut balancer des armes chimiques, tout détruire, et ils ne bougeront pas. Et surtout, là c'est sous la responsabilité de Joe Biden, le départ d'Afghanistan devant l'arrivée des talibans. Deuxième message qui était, vous pouvez y aller les gars, les Américains ne bougeront jamais. Et là, il a montré que non. Il avait une ligne rouge et que cette ligne rouge était en effet ça qu'il était prêt à aller défendre, à aller aider un pays qui était envahi par la Russie. Et ça, je pense que c'est très important. Et je pense que Vladimir Poutine ne s'y attendait pas à ce que Joe Biden, parce que finalement, Joe Biden... Parce que pour la Crimée, par exemple, en 2014... Les États-Unis n'avaient pas bougé, les Européens n'avaient pas bougé. On a laissé la Russie faire. Donc, c'était aussi un autre message très mauvais envoyé à la face du monde. Et surtout, je pense que Vladimir Poutine estimait que Joe Biden avait beaucoup de boulot à faire en interne, parce qu'on sait que la présidence Trump a laissé beaucoup de cicatrices qu'il faut penser. Joe Biden a fort à faire en interne, surtout que les prochaines élections approchent à grands pas. Et donc, penser qu'il allait se concentrer sur ses affaires internes et surtout pas prendre le risque de s'embarquer dans une aventure ukrainienne. Eh bien, il s'est trompé. Et en effet, Joe Biden, là, a montré que non. Il a tapé du poing sur la table. Il fallait encore continuer.
affronter avec les Fabrice États-Unis. Rousselot, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'OTAN finalement s'avère plus forte que jamais. L'OTAN qui d'ailleurs est prête à s'étendre. La Finlande et la Suède maintenant veulent intégrer l'alliance. Ça va être l'un des dossiers à venir, évidemment, des mois et des années à venir. Et pour revenir sur Joe Biden, je pense que ça va même un peu plus loin. C'est aussi la réaffirmation du leadership américain sur les affaires du monde. Parce que la présidence Trump avait laissé quelques mauvais souvenirs sur le fait simplement... Trump disait tout simplement, quand il évoquait les affaires internationales, ça ne m'intéresse pas. On se désengage de tout, on ne prend plus part à rien. Et là, de fait, il y a en effet des dissensions aux États-Unis sur les affaires nationales, les affaires internationales, mais d'une certaine manière, c'était aussi une opportunité pour Biden pour réaffirmer le leadership mondial américain, et surtout vis-à-vis de l'autre grand concurrent dont on parlera tout à l'heure, qui est la Chine, puisqu'il y a en effet un bras de fer qui se joue entre la Chine et les États-Unis sur un leadership comme ça, à la fois économique, mais surtout de pouvoir et de soft power. Et on verra bien si c'est militaire ou pas, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était l'occasion pour Biden justement de réaffirmer que l'Amérique est toujours là. Donc elle était toujours là. Et face à Joe Biden, eh bien, cette semaine, on a entendu le président russe Vladimir Poutine. Il a notamment pris la parole mardi pour son discours à la nation. Il s'en est violemment pris à cette occasion à l'Occident. On va écouter Vladimir Poutine. Le principal, c'est de nous faire la guerre, à nous et à notre pays. Et pour ça, on peut employer n'importe qui, les terroristes, les néo-nazis, le diable chauve lui-même. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux le redire. Ce sont eux qui ont démarré la guerre et nous avons employé la force pour l'arrêter. Il a toujours la même rhétorique, Vladimir Poutine, un an après le début de cette guerre. Tout est de la faute de l'Occident, Gauthier Rybinski. Oui, puis c'est pathétique, c'est une contradiction avec ce qu'il dit d'habitude. Si vraiment l'Ukraine était occupée par des nazis, il n'y aurait pas à s'excuser et à passer en victime. On dirait oui, il faut attaquer l'Ukraine parce qu'elle est dominée par les nazis. Or là, il dit d'un côté, il y a ce pouvoir de néo-nazis, et de l'autre côté, nous sommes des victimes. Mais qu'est-ce que c'est qu'il assume ? Non, ce qui est pathétique, c'est que c'est une imposture générale, ce président-là. Il y a quand même quelque chose dont on devrait prendre leçon. C'est que nous avons beaucoup de mal, quand je dis nous, c'est en Occident, nous avons beaucoup de mal à considérer cet aspect, alors on va l'appeler culturel, civilisationnel, ce que vous voulez. Quand on parle de cette guerre, on a toujours la tentation de dire oui, mais au fond, Poutine, il veut un territoire. Il veut Kiev, bon, peut-être pas Kiev, il va vouloir le Donbass. Non, il y a fondamentalement quelque chose qui n'est pas irrationnel. Qui peut paraître irrationnel, mais qui n'est pas incohérent. Il a sa cohérence. La cohérence d'un combat culturel, c'est quelque chose qui mobilise en Russie. Et il s'en est pris beaucoup d'ailleurs dans son discours aux valeurs de l'Occident. Il a dénoncé les mœurs occidentales. Alors vous avez vu, l'Occident, c'est l'espace de la pédophilie, où ça règne véritablement. Donc il suit des fantasmes qui l'arrangent, qui lui permettent de museler le peuple russe, dans lesquels le peuple russe ne croit pas parfois, mais en se disant il vaut mieux suivre la tendance de Poutine. Et c'est comme ça que cette imposture fonctionne. Et nous, on a du mal, si vous voulez, à se séparer d'une analyse un peu trop réelle politique de cette chose-là. Et puis là... Oui. Non, simplement, il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier, même si certains experts vous vont dire c'est du décorum. Moi, je pense que c'est pas du décorum, c'est là le fond de l'affaire. Et le décorum, c'est peut-être le Donbass, dont on essaye de persuader les gens qu'il est capital. Non, le Donbass, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a des mines, mais enfin, c'est plus du tout ce que c'était. Et on voit mal quelqu'un sacrifier X milliers de soldats, de matériel, etc., pour récupérer le Donbass. Un dernier point sur son discours cette semaine de Vladimir Poutine. Il a annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Il a déclaré aussi cette semaine que 2 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux capables de transporter des têtes nucléaires seraient déployés cette année. Ça, c'était hier. Comment interpréter ces annonces? Il agite encore la menace nucléaire. J'allais dire, c'est tout simplement, c'est logique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il lui reste cet argument-là qui est l'argument ultime, qui est de dire attention, si vous allez trop loin, j'ai encore cette possibilité-là. Alors après... c'est son seul moyen de pression aujourd'hui. C'est pas son seul moyen de pression, mais c'est un moyen en tout cas de potentiellement de faire poids dans d'éventuelles négociations à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il sait très bien que sur le terrain,
ce qui se passe depuis un an, ça ne favorise pas la Russie. Donc il sait très bien, encore comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il a fait une unité contre lui. Donc il y a d'une certaine manière, Poutine, il s'est un petit peu pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait tout renverser, et c'est le contraire qui s'est passé. Il se retrouve dans une situation aujourd'hui où on veut bien négocier avec la Russie, mais quelle Russie ? Alors, il y a une dimension évidemment interne, Gauthier en a parlé tout à l'heure. Le discours de Poutine était aussi destiné à la nation russe. C'est-à-dire que l'une des seules petites victoires de Poutine depuis un an, c'est qu'il a réussi encore un peu plus à museler son pays en profitant de l'Ukraine pour ne plus avoir d'opposition, museler la presse, faire que les manifestations ne se tiennent pas. Donc, avoir des cours sur les nazis ukrainiens dans les classes des petits Russes. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important pour lui, parce que lui ne peut plus se permettre non plus, face au peuple russe, d'annoncer une défaite catastrophique. Et on va voir ce que ça donne en dessin. Laure Simoes, ce duel à distance qu'il y a eu cette semaine entre Joe Biden, on l'a entendu, et Vladimir Poutine. Oui, un premier dessin de notre cher dessinateur de presse belge Kroll pour Le Soir, sur cette visite qui s'est faite dans le plus grand secret et puis sous très haute sécurité, mais qui a été évidemment très scrutée par le dirigeant du Kremlin. Et je trouve que ce dessin est assez savoureux, parce qu'on voit que la force et le courage de Zelensky revigore Biden qui fait des muscles. Un autre dessin qui nous vient aussi de Belgique, de Vado, sur justement le fameux discours de Poutine qui s'est adressé à la nation. Le micro fonctionne et le dessinateur a eu cette idée géniale de placer un crâne à la place du micro, à défaut du reste. Et puis enfin, pour terminer, un dessin de Urbs, dessinateur français, qui s'est demandé comment les Ukrainiens avaient vécu les discours de Biden puis de Poutine. Alors pour Biden, il dit qu'il est derrière nous. Pour Poutine, il dit que lui aussi, voilà, les uns pour les soutenir et les autres pour les éliminer. On n'est pas derrière de la même façon selon... Merci Laure Simoes pour ces dessins. Il y a un pays, on l'a évoqué tout à l'heure, qui tente de jouer en ce moment les rôles de médiateur, c'est la Chine. La Chine qui depuis un an se refuse à condamner les agissements de son allié russe. Le week-end dernier, Washington accusait d'ailleurs Pékin de vouloir fournir des armes létales à la Russie, ce que la Chine nie. Pékin qui a envoyé au Kremlin cette semaine son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Et puis ce matin, un plan de paix chinois a été rendu public. Alexandra Schwarzbrod, à quoi joue la Chine depuis un an ? La Chine qui propose donc un plan de paix. Est-ce que c'est sérieux ce rôle de médiateur ? Alors, moi, médiateur, non. Ça, et le plan de paix n'a rien de sérieux quand on regarde. Alors Volodymyr Zelensky a quand même dit tout à l'heure qu'il était prêt à rencontrer Xi Jinping et qu'il saluait cette initiative chinoise. Attendez, j'y viens. C'est-à-dire que le plan de paix n'est absolument pas sérieux, mais en revanche, en tout cas, je pense qu'il faut prendre très très au sérieux le possible rapprochement entre la Chine et la Russie, parce que là, si ça se produisait, ce serait dramatique. On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'il y a des signaux, et notamment cette visite à Moscou. Et souvenez-vous qu'il y a eu les Chinois ont été très fâchés quand les États-Unis les ont accusés d'avoir envoyé des ballons. Il y a cette affaire des ballons chinois au-dessus des États-Unis et la visite du secrétaire d'État qui a été américain en Chine qui a été annulée. Ça a provoqué un froid entre les deux pays dont on ne sait pas comment il va dégénérer ou pas. Mais là, il y a quelques signaux qui viennent et qui sont un peu inquiétants, et ça, ce serait un vrai drame si la Chine aidait la Russie. Cela dit, la Chine ne peut pas se passer du reste du monde occidental. Elle a besoin des États-Unis aussi pour... C'est un marché énorme pour la Chine. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, elle pèse vraiment le pour et le contre. Gauthier Rybinski, il y a une alliance qui est en train de se former aujourd'hui entre la Chine et la Russie. On a entendu les États-Unis accuser la Chine de vouloir armer la Russie. Moi, j'ai plutôt l'impression, mais c'est simplement une impression, ça ne contredit pas ce que vous venez de dire, qu'il y a une forme chez les Chinois de
questionnement plutôt de tentative de dire aux Américains retenez-moi sinon je fais une bêtise, notamment les drones kamikazes. Parce que sinon, vous venez de le dire, la question pour les Chinois, c'est comment faire en sorte que cette déstabilisation issue de cette guerre au niveau des marchés du commerce cesse. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Chine, ce qui tient encore la population, c'est que jusqu'à présent, il y a eu le mieux, il y a eu cette classe moyenne chinoise qui est apparue, etc. Si la contraction des marchés était encore pire, ça serait compliqué pour le PC chinois de maintenir sa gangue sur la population. Un tout petit mot, Fabrice Rousselot, après on va voir les dessins parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur la Chine, très simplement, la ligne rouge, c'est l'aide militaire. Si les Chinois aident militairement la Russie, c'est en effet un drame. Après, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont intérêt à se positionner comme un médiateur potentiel, mais surtout comme la grande puissance en face des États-Unis qui va pouvoir intervenir dans le conflit. Voilà. Laure Simouès, qu'est-ce que ça donne en dessin, ce rôle de la Chine ? Un excellent dessin du dessinateur suisse Chapat. La Chine sur le point de livrer des armes à la Russie. Et on parlait de l'affaire des ballons chinois. Ben voilà, on sait comment ils seront livrés. C'est pratique, ces ballons. Un autre dessin du grand dessinateur américain Cal, de ce tango amoureux entre Xi Jinping et puis Poutine, que je traduis. La Chine ne soutient aucun des deux camps dans la guerre brutale de l'agression occidentale contre nos frères et sœurs innocents, courageux et déterminés dans ce pays pacifique qu'est la Russie. Il a bien appris la leçon, Xi Jinping. Et puis pour terminer, ce dessin qui nous vient du Brésil, du dessinateur Thiago. Alors, notre monde est certes multipolaire, mais voilà, on parle de cette configuration quand même à 3. S'il y a quand même 3 blocs principaux et que 2 des 2 blocs s'allient la planète, elle a du souci à se faire. Il y a peut-être à l'Europe peut-être de tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup Laure Simouès pour ces dessins. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Laure Simouès, merci Alexandra Schwarzbrod, merci Fabrice Rousselot, merci aussi Gauthier Rybinski d'avoir été en plateau ce soir. C'était une semaine dans le monde. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. On va bien sûr continuer à parler largement de la guerre en Ukraine.